Pierre-Yves qui va nous dire qu'on n'est pas tous égaux face au congé sabbatique. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Dans la presse d'hier matin, on proposait un regard partiel sur les périodes de congé au travail et vous voulez revenir là-dessus parce que c'est une décision qui n'a pas les mêmes conséquences pour tous. En fait, même, on n'a pas tous les mêmes conséquences, pas tous les mêmes droits et pas tous les mêmes opportunités. C'est évidemment au niveau financier des gens qui sont plus favorisés que d'autres, déjà en commençant. Mais premièrement, on mélange beaucoup ça, hein. Si je vous dis congé sans solde, traitement différé, année sabbatique, c'est pas toujours la même chose. Congé sans solde, c'est assez clair, on n'est pas payé puis on prend congé, ce qui est quand même un luxe. Traitement différé, c'est quand vous avez une fraction de votre revenu pendant quelques années ou quelques mois pour finalement vous faire payer plus tard. Et dans le milieu universitaire, quand un prof dit « je m'en vais en sabbatique », ça veut dire que souvent, l'université le paye quand même ou paye quand même le professeur et lui s'en va réfléchir à son développement de recherche et peaufine quelque chose, mais est libéré de sa tâche, mais payé quand même. Donc, ça dépend des gens. Et là, je suis allé voir sur le site de Revenu Québec comment on exploite la notion de congé sabbatique à traitement différé. Mais le gouvernement dit, c'est pas parce que vous vous faites payer une fraction de votre revenu pendant plusieurs années que ça vous déleste de quelques obligations financières. Alors, on dit par exemple, si vous êtes payé pendant 2 ans ou 3 ans à un salaire inférieur et que vous êtes payé plus tard ce salaire-là pour être en congé, sachez que vous allez quand même payer les charges sociales, de l'impôt, du régime des rentes du Québec, du Fonds de santé et des services. Donc, vous avez l'ensemble des charges. Mais ce qu'il faut réfléchir, c'est que ça donne quand même un avantage intéressant. Si votre employeur vous permet de différer votre salaire en ayant, disons, réduit votre salaire une année, vous payez l'impôt en fonction de l'année dans laquelle vous recevez l'argent. Alors, pensez-y. Si vous avez, par exemple, d'habitude 70 000 par année et que là, pendant quelques années, vous avez 50 000 par année et que vous avez plus tard un revenu équivalent, qu'est-ce qui se passe? Vous réduisez votre taux d'impôt chaque année et vous êtes payé une autre année sans travailler avec un revenu plus faible et donc moins d'impôts. Donc, votre facture fiscale est étalée parce que votre employeur vous permet une espèce de traitement différé. Elle n'est pas juste étalée, elle est moindre. Oui, mais Parce il que est là, étalé aussi. le taux d'imposition va être différent. Le taux d'imposition va être différent, mais l'argent est étalé dans le temps. Mais disons, faites attention. Et là, c'est très important. J'amène notre ami Olivier dans la discussion. Parce que dans le sport, hein, de se faire payer sur 10, 15 ans, parfois, on entend ça. Ah, on va signer pour 5 ans, mais on va le payer sur 10 ans. Bien, sachez qu'au Canada, à une certaine époque, les joueurs de la Ligue nationale tentaient cette stratégie-là, mais l'Agence du revenu du Canada a dit wow, wow, wow. Vous gagnez 4 millions cette année, bien, c'est ça. Vous avez 4 millions de revenus. Évidemment, il y a des affaires de bonus à la signature. Mais le point est, on ne peut pas dire à son employeur paye-moi sur 20 ans, mais je vais travailler 10, vous comprenez? Alors, non, mais on rit. Mais regardez comment on n'est pas tous égaux face à une année de congé. Disons que je suis, moi, un travailleur autonome, que j'ai une compagnie incorporée et que je me verse le salaire que je veux bien me verser personnellement. Alors, on ne permet pas aux salariés d'étendre leur revenu, mais quelqu'un qui a un Inc. peut très bien le faire. Donc, on peut cumuler pendant des années de l'argent dans un Inc., payer l'impôt corporatif et décider de prendre une année sans solde en ayant étalé son revenu personnel sans avoir d'entente avec quelconque employeur. L'employeur, c'est soi-même. Alors, nous ne sommes pas égaux, excusez-moi, c'est important. Autre point très important, c'est la gestion de carrière. Pour un professeur de primaire qui prend un congé sabbatique ou un congé différé, l'avantage, c'est que quand vous allez revenir, vous avez votre emploi assuré, vous avez votre évolution de carrière assurée, vous avez votre poste assuré. Peut-être que ça va ralentir votre promotion de devenir directeur ou directrice d'école si le poste s'ouvre et que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Mais vous avez une certaine protection de valeur marchande. Alors, quand vous êtes travailleur autonome, ou que vous avez une entreprise, si vous dites à vos clients, « Hey, moi, j'aimerais ça prendre 6 mois de congé, mais quand je vais revenir, je veux que vous soyez encore intéressé à mon système de plomberie, je veux que mon entreprise de climatisation soit à la même place. » C'est pas la même chose. Ouais, Donc, nous ne sommes pas égaux. là. L'autre point, c'est de regarder au niveau des dépenses. Souvent, les gens réussissent à couper un peu de dépenses en disant, « Je vais vivre avec moins. » Mais il y a 3 grands facteurs faciles. Si votre maison est payée, c'est une affaire. Si votre coût de transport est relativement géré, c'est une autre chose. Et l'alimentation, comment ça vous coûte? C'est les 3 postes importants. Et donc, quand votre maison n'est pas payée, vous pouvez frapper des périodes comme on frappe présentement où le taux d'hypothécaire augmente. Et donc, même si vous avez prévu couper dans votre budget, votre prêt hypothécaire va te coûter plus cher. Et au niveau de la voiture, êtes-vous en renouvellement ou non? Donc, et finalement, il y a le coût de renonciation. C'est plate à dire, puis là, je vais dire quelque chose qui est épouvantable, mais c'est vrai. Il y a un coût infini à prendre un congé sans solde ou une année sabbatique parce que... Un coût infini? Oui, parce que l'argent que vous n'épargnez pas ou que vous ne gagnez pas, il ne sera jamais récupéré. Et donc, c'est pas juste cette année que vous regardez votre budget, c'est
l'ensemble des coûts. Vous allez payer peut-être de l'hypothèque plus tard, vous n'allez pas faire du rendement avec vos placements, vous allez même perdre des droits de cotisation réelle parce que si vous réduisez votre revenu une année, c'est 18 de moins de ce revenu-là qui va pas dans le réel. Donc, c'est infini le calcul. Si vous voulez faire de l'anxiété financière, pensez-y. Si vous ne voulez pas en faire, pensez-y pas. Okay, mais il y a une qualité de vie. Je comprends ce que vous voulez dire. Là, sur le long terme, on continue à payer cette qualité de vie qu'on s'est donnée dans un moment précis. Là. Donc, ironiquement, c'est plus logique de prendre une année comme ça quand on fait un bon salaire avec notre vie est établie et que notre capital travaille pour nous, plutôt que dans la vingtaine où notre valeur marchande de travail n'est pas définie tant que ça, où on n'a pas épargné tant que ça et où on a quand même une maison aussi à payer ou quelque chose de genre. Donc, c'est vraiment une question personnelle. Puis là, ça dépend aussi. Puis là, je vais parler... Ça dépend des besoins aussi de chacun. Là, ça fait tellement du bien. Là. Oui, mais on parle de l'amour aussi parce qu'évidemment, ça dépend avec votre conjointe comment c'est arrangé. Si vous avez un conjoint qui gagne 500 000 puis vous gagnez 20 000, l'année sans solde à 20 000, c'est pas si grave. Mais si vous êtes le support de famille puis que vous prenez une année sans solde, là, ça fait mal à la famille. Puis l'autre affaire, c'est que c'est une décision commune, hein? Il faut en parler. Des fois, il y a des conjoints qui me disent « Ah, je vais prendre une année sans solde, je vais en parler à mon conjoint, ma conjointe. » C'est peut-être une décision commune à prendre. Le coût monétaire d'un congé comme ça est infini. Mais le coût sentimental est merveilleux. Parce que beaucoup diront, effectivement, on perd sur le long terme, sur le plan financier, mais après, en bonheur... Combien ça vaut le bonheur, Julien? Là, vous m'amenez à une place que je connais pas. Le prix du bonheur. Combien ça vaut le bonheur? Comment on peut le... Hey, ça ferait une bonne chronique. Comment quantifier le bonheur? En tout cas, c'est une bonne question. Et puis le bonheur, c'est-tu content ou c'est à crédit, ça? Mais, moi, je disais souvent, quand je regarde mon état financier, je me dis comme Michel Rivard, tiens, voilà le bonheur, où est-ce que tu étais? Hein? OK, vous voulez revenir brièvement là, sur la chronique de tout à l'heure à 6h45. On s'est parlé d'argent comptant avec Julien, inspiré notamment par tout ce qui circule là, sur les réseaux sociaux, là, ces pays qui reculent en ce qui concerne l'argent, appelons-le numérique ou virtuel. Ben, c'est pas virtuel, c'est numérique. Oui, vous avez des statistiques à partager? Là? Vous avez trouvé ça? Parce qu'on a 71,6 milliards de dollars qui représentent en proportion 5,7 des ventes au détail qui sont électroniques, OK? Et non, mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a eu 546 millions de transactions l'an dernier au détail électronique. C'est énorme, OK? Mais si je regarde de base... Excusez-moi, combien? Si on regarde, on a 86 du volume total des paiements qui sont électroniques. Okay? Donc, regardons cette statistique-là qui est plus globale. Ce que je veux dire là-dedans, c'est même si on a de l'argent comptant, on a, au niveau des paiements puis de l'association des paiements, une tendance depuis 2019 ou 2009 même à aller vers l'électronique. Mais je vais aller plus loin. Je vais regarder du côté du détaillant. Le détaillant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de moins en moins d'argent comptant s'il est purement honnête, parce que, dans le fond, ça réduit les frais de transaction au niveau de la gestion de l'argent, au niveau de la gestion des employés, le risque de vol. On a des entreprises comme Decathlon qui ont complètement éliminé ça. Et si on regarde l'évolution des gens, moi, j'ai aimé ça, les gens ont de moins en moins, évidemment, d'argent comptant sur eux, mais quand même, le montant augmente à cause de l'inflation. Donc, en moyenne, combien on a d'argent comptant dans son portefeuille au Canada en 2023? 25 $. Ouais, 25. On dit qu'on a 140 $ en moyenne. Il y en a quelques-uns qui augmentent la moyenne là-dedans. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on a en moyenne. Et par contre, le nombre de retraits opérés par semaine réduit de 50 avec un retrait par semaine à 39 avec un retrait de la dernière semaine. Donc, on a de moins en moins. Là, je pourrais en parler longtemps parce que je n'ai pas le temps, mais en somme, on s'en va vers là, même si on veut se garder une petite réserve d'une semaine. C'est que le volume de transactions est tellement grand qu'on peut oublier ça. Là.